Bah voilà, on passe à une séquence philosophie pratique. Alors, on a la chance d'avoir un vrai philosophe, quelqu'un qui prend du temps pour essayer de chérir la vérité. Bonjour Mehdi Belhaj Kassem, merci beaucoup de rejoindre une autre histoire, d'essayer de raconter ensemble un peu autrement le récit collectif. On va faire une Merci suite Louis de... Fouché pour votre invitation. Pour ton invitation, on peut se tutoyer. Ouais. On va faire une suite de mini-conférences dialogiques. Dialogique, c'est un mot compliqué pour les gens, c'est le contraire du monologue. Monologue, c'est quand quelqu'un parle tout seul. Le dialogue, c'est quand il y a quelqu'un d'autre. Puis c'est pas mal quand il y a quelqu'un d'autre, parce qu'en général, ça confronte, quoi. Ça force à faire Oui, tout avancer à les fait. idées. Absolument. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler d'un concept que tu as déroulé et développé de manière très importante dans ton œuvre, qui s'appelle le pléonectique. C'est quoi le pléonectique? C'est un néologisme. La première fois, il y avait pléonexie. C'était un philosophe anglais qui s'appelait Locke. Et ça veut dire quelque chose comme convoitise. Ça veut dire envier le bien d'autrui contre la règle de justice. Voilà. Pléonectique, la racine étymologique du mot, c'est un mot composé grec, pléon et shein, et ça veut dire avoir plus. Et par extension, c'est avoir toujours plus. Donc moi, c'est vrai que j'ai fondé une sorte d'ontologie sur cette notion-là. Ça veut dire de partir de la structure même du monde. Et là, la discussion, j'ai eu la chance d'échanger quelques idées avec ton ami Vincent Pavant. Et je lui ai parlé de cette idée-là, du fait que dans les mathématiques modernes, tout était fondé sur la relation d'appartenance. La relation, c'est-à-dire que tu ne peux rien penser de ce qui existe sans la relation d'appartenance. C'est un petit peu la logique des prédicats, c'est-à-dire pour définir quoi que ce soit, tu dois définir ce qui lui appartient et ce à quoi elle appartient. Prends l'exemple le plus simple, l'atome. Pour définir un atome, il faut dire, ce qui appartient à un atome, c'est le noyau de protons et les électrons tout autour. Mais l'atome, matériellement, pour définir tout ce qui existe matériellement, l'atome, c'est ce qui appartient à tout ce qui existe matériellement. Mathématiques, ce serait la théorie des ensembles, en fait. Tu fais toujours partie d'un ensemble qui est plus grand, plus Voilà, petit, voilà. des patates les unes dans les autres. Exactement, exactement. C'est exactement Et ça. quand tu dis pléonectique, tu nous as dit un mot compliqué qui était ontologique. Tu avais fondé une En ontologie dessus. ontologie, c'est science de l'être. Voilà. Voilà, c'est l'existence même de l'humain, quoi. Donc tu nous dis finalement, Voilà, l'être, il est devenu une question d'avoir, et d'avoir toujours plus. Les philosophes, ils n'ont pas le Covid des yeux, donc ils aiment beaucoup le mot ontologie, ça veut dire science de l'être, et ils se prononcent, et moi j'ai inventé le mot pléonectique pour effectivement donner un nouveau point de vue sur ce qu'est l'être et au bout de la chaîne, qu'est-ce que l'être humain. C'est-à-dire, si on part de cette structure de l'appartenance qui structure universellement tout ce qui est, il y a l'apparition de la vie sur Terre il y a 4 milliards d'années, qui est une sorte de miracle statistique qu'aucun scientifique encore aujourd'hui n'est capable d'expliquer. Tellement il y a des milliards et des milliards et des milliards de coordonnées, de facteurs qui sont nécessaires pour qu'une concaténation d'un phénomène comme le vivant sur Terre puisse avoir lieu. Et c'est pas seulement diachronique, ça veut dire c'est pas juste il y a 4 milliards d'années, c'est à chaque instant que ce miracle, en quelque sorte, se renouvelle. Ça veut dire qu'il suffirait qu'il y ait un seul détail, c'est ce que les scientifiques appellent l'ajustement fin, de ces milliards et des milliards de coordonnées qui sont nécessaires à ce qui est la vie sur Terre pour que tout s'effondre. Un seul facteur, tu enlèves un seul fil de cet immense entremêlement de coordonnées et de facteurs, et la vie sur Terre, voilà, on devient comme le restant de l'univers, une espèce de cratère de matière inanimée. Bon, avec Poutine, peut-être la France demain se transformera en cratère radioactif, on ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'il faut être joyeux là-dessus. Je suis très très spioniste depuis un an et demi depuis que je me suis réveillé, parce que je vois tellement qu'on est dans une logique de mort, une thanatologique, qu'il faut se réjouir à chaque seconde d'être encore en vie. Donc voilà, la vie, c'est une intensification de cette structure de l'appartenance. Et c'est pour ça que je passe du vocabulaire mathématique de l'appartenance. Pour parler de la vie, je parle de l'appropriation. Ça veut dire la vie, c'est une intensification de cette relation d'appartenance qui structure tout ce qui est. Les bactéries, par exemple, absorbent
les ferments sucrés dans les eaux, quand les végétaux apparaissent, c'est en s'appropriant l'eau et la lumière du soleil. Et évidemment, quand on en arrive à la forme animale de la vie, là, on a des phénomènes d'appropriation qui sont virtuellement infinis. Ça va de la tique, qui a 3 modes de perception et pas plus, aux lions ou aux éléphants, ou évidemment à nos ancêtres les singes, qui eux ont des millions et des millions de perceptions extrêmement fines par rapport auxquelles ils s'approprient tout ce qui les entoure. C'est-à-dire une pierre ne perçoit rien de ce qui l'entoure, c'est pour ça qu'elle vit, si j'ose dire, beaucoup plus longtemps que quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant, et notamment un corps animal, a des modalités, comme dirait Spinoza, infinies d'appropriation de ce qui l'entoure. Le problème, c'est que cette espèce d'intensification de l'appropriation qui s'appelle la vie, et en particulier la vie animale, se paye de modalités aussi d'expropriation qui n'existent pas dans le restant du règne matériel. Au stade animal, ça s'appelle la souffrance, ça s'appelle la maladie, ça s'appelle la fatigue, et ça s'appelle bien évidemment la mort. Voilà. Donc tu vois, la vie est une intensification de cette structure d'appartenance qui sous-tend tout ce qui est. Et là-dessus arrive l'être humain, ça veut dire l'animal technologique, l'animal scientifique. L'animal technologique, ça commence avec la chasse, l'agriculture, la peinture rupestre, le fait de s'habiller, par exemple. C'est des modes d'appropriation qui n'existent pas du tout chez les autres espèces animales. Donc, c'est un mode d'appropriation extrêmement curieux qui est plus un mode d'appropriation purement physique, comme la perception ou la respiration ou l'alimentation chez les autres animaux. Par exemple, l'appropriation nutritive se solde par l'expropriation qu'on appelle excréments, le caca, etc. C'est un mode d'expropriation voilà, qui sanctionne un mode d'appropriation. Et nous, grâce aux techniques archaïques, c'est-à-dire la chasse, l'agriculture, la peinture rupestre, qui beaucoup plus tard deviennent la mathématique, la logique, la physique mathématisée, ou pour ce qui est de la peinture rupestre, tous les modes d'art qu'on connaît, des séries Netflix, aux expositions du Palais de Tokyo, de la musique contemporaine, en passant par le rap, le punk. Voilà, ce sont des modes d'appropriation. C'est encore une intensification supplémentaire, tu vois, de ce que j'appelle le péléonectique par rapport à la vie. Ça veut dire que autant virtuellement les modes d'appropriation animaux sont très très nombreux, c'est des modes infinis comme dirait Spinoza, mais ils sont limités dans un animal, il mange à sa faim, il s'approprie de manière tribale un peu de territoire et basta. Nous, à cause de la technologie et de la science, on crée une modalité du péléonectique qui est virtuellement illimitée, croyons-nous. Et là, on rejoint, c'est-à-dire, mon ontologie explique le soubassement de ce que tu appelles l'hubris, dont tu parles extrêmement souvent, voilà. Mais l'hubris, il y a toujours le risque que ça soit un peu psychologisant, tu vois. Alors que moi, je donne une explication vraiment ontologique. Très matérielle et ontologique, ouais. Voilà, voilà. C'est un débat avec Marx, d'ailleurs, de l'explication, comment dire, de l'impasse du marxisme, de l'échec qu'a été le marxisme. Là, c'est vrai que je me moque un peu de mon ex-maître Alain Badiou, parce que depuis qu'il est sorti de sa... Enfin, il n'est pas du tout sorti de la caverne. Pour quelqu'un qui se prend pour Platon, c'est vraiment terrible. Il finit vraiment dans la caverne. Il ne voit plus rien de ce qui se passe. Et il se croit encore subversif en disant l'enjeu d'aujourd'hui, c'est la fin de la propriété privée. Je lui dis, va dire ça à Klaus Schwab, il sera très content. Donc, tu vois, c'est cohérent. Voilà, ça veut dire... Alors on arrive au bout du timing imparti. Donc le pléonectique en 8 minutes, c'était un vrai défi. Merci beaucoup. Cette idée d'avoir toujours plus et d'appropriation, que le mode d'être, en fait, c'est une question d'appartenance et d'avoir. Et que l'humain, il change la modalité et l'intensité, probablement. Déjà, la vie animale était toujours plus d'appropriation, toujours plus d'expropriation aussi. Et la vie humaine
C'est aussi ça, mais sans limite, on va dire, et ça pose la question de la limite. Peut-être qu'on abordera dans un prochain thème. La prochaine fois, on se verra pour parler de la vérité. Merci beaucoup, Mehdi. À bientôt. Merci à toi.